Bonjour à tous, Interaction c'est votre émission et c'est votre fonds. Participez, interrogez-nous, c'est notre plus vif désir. En compagnie aujourd'hui d'Hubert Tassin, notre analyste. Bonjour Hubert. Bonjour à tous. Paul Schworer, notre gérant, en tout cas le représentant du gérant ici avec la casquette de gérant. Bonjour Paul. Bonjour. On commence tout de suite, vous en avez l'habitude, par une petite rubrique tendance. Hubert, alors, cette tendance, cette semaine, les faits marquants de l'actualité pour commencer. Le fait marquant de l'actualité, c'est qu'il se passe quelque chose depuis 10-15 jours. Il s'est passé quelque chose. Est-ce que c'est la Réserve fédérale qui repousse la perspective d'une éventuelle hausse de taux? Est-ce que c'est l'économie européenne qui va mieux et l'économie américaine qui confirme sa croissance sans plus? Mais il s'est passé quelque chose sur les monnaies. Il s'est passé quelque chose sur les monnaies. Le dollar était au-dessous de 1,04, 1,03 et des poussières, au plus bas, et il est près de 1,09. Donc il s'est vraiment passé pour quelque chose. On a eu des indices boursiers européens qui ont baissé de 2%. La question c'est, est-ce que c'est un retournement de tendance ou est-ce que c'est un ajustement? C'est ça la question. Dans les deux cas, à la fois la hausse perdre de 2% quand les indices sont montés de 20%, c'est très loin d'être un drame, et monter de 3,5% sur l'euro contre le dollar, c'est pas un drame non plus. Alors, il y a Carole qui bout là. Oui, là, pour moi, il y a une chose qui est très importante qui s'est passée, c'est qu'il y a une intervention de la Fed, et la Fed a dit en substance, je retire le mot patient dans mon communiqué. On a l'impression des périodes grecques où on regardait les entrailles pour essayer de comprendre, mais on retire ce mot-là et surtout, finalement, on a vu les anticipations qui sont publiées, les anticipations des acteurs de la Fed, dont on sort une médiane, qui ont été publiées et qui ont acté qu'on était dans un schéma de hausse des taux, certes, mais beaucoup plus proche du scénario du marché qui lui-même s'est adapté vers le bas. Oui, puisqu'on a baissé de 0,5 sur Tout à fait. Le 1 an dans un an, ou je ne sais pas comment on peut Et donc en fait, on est rentré, on a quelque part acté l'idée qu'aujourd'hui, un mouvement de hausse des taux ne se ferait pas comme les 5 ou 6 précédents mouvements de hausse des taux de tout le cycle de baisse des taux, à un rythme très rapide en 9 mois, on fait 3%. Là, on acte le fait que ça va prendre du temps parce que ça a déjà commencé et que ça va se faire à un rythme bien plus faible. La monnaie a fait le boulot. C'est-à-dire que Mme Yellen ou le comité de politique monétaire n'a pas forcément besoin de remonter ses taux parce que l'écart, encore une fois, le dollar moyen pour les sociétés du SBF 120 l'année dernière, c'était 1,32. Donc à 1,08, on peut voir que un seau d'eau froide déjà. Ça génère déjà un seau d'eau froide sur l'économie américaine. L'économie américaine va-t-elle aussi bien qu'on aurait pu l'espérer? On a le chiffre du PIB qui est tombé 2,2%, un ralentissement au quatrième trimestre. Ralentissement, certes, ralentissement de tous les indicateurs anticipés, tels le PMI et autres, mais des niveaux qui sont très largement supérieurs à 50%. L'économie américaine va plutôt bien. Finalement, on a une Fed qui dit « bon, ça va un peu moins vite que ça n'aurait pu être si tout s'était tout s'était passé comme avant, mais on est dans la bonne direction et d'ailleurs on continue dans le processus d'assainissement. » On reparle de la Grèce. Alors on parle de la Grèce pour dire que c'est un jeu de poker menteur et que personne n'intéresse que ça casse. On va en parler longtemps, on peut en parler toutes les semaines comme ça non. Là, effectivement, M. Tsipras était allé à Berlin et Mme Merkel a été malheureusement rappelée dans les Alpes. Comme on va à Canossa Pour d'autres raisons, pas du tout comme on va à Canossa. On prévoit 4,5%, mettons, d'excédent primaire, c'est-à-dire d'excédent avant impôt. Lui dit, plutôt que faire 4,5, je vais en faire 1,5 et je vais redonner 3 à ma population. Madame Merkel dit ça, c'est impossible, mais c'est une question d'argent de tapis. On va le trouver, le deal. On va trouver un deal, mais on a de la volatilité dans la semaine prochaine parce que on a finalement lundi déjà des éléments importants et on a un prochain rendez-vous qui est le 9 avril avec des versements qui doivent tomber. Alors, surtout, l'année, ils sont obligés de se mettre d'accord et cette année est très importante parce qu'une fois que l'année 2015 sera passée, le plus gros pic est en 2047. Donc là, on verra si on paye et qu'est-ce qu'on paye. Donc l'accord de cette année est un accord extrêmement important. Par ailleurs, on voit bien que l'Europe ne peut pas
passer sur un système démocratique. L'Europe s'est fondée sur la démocratie, la Grèce aussi éventuellement. L'Europe ne peut pas écraser complètement l'affaire. Donc c'est une partie de poker menteur. Et puis moi, mon sentiment, c'est que le principal bénéficiaire de l'euro, c'est l'Allemagne, c'est les exportatrices allemandes. Si l'euro finit par exploser vraiment, il n'y a plus d'exportatrices allemandes pour un moment. Bon, on a joué avec les 5000, hein, c'est un autre fait marquant de cette semaine. Ces 5000, pour l'instant, résistent à l'heure où l'on se parle, c'est-à-dire vendredi en début d'après-midi. Bah, écoutez, voilà, effectivement, comme je le disais, on a monté de près de 20%, on a baissé de pas loin de 2%, de 10% de la hausse. Mais c'est un signal à regarder, ces 5000, Paul? Ah oui. Oui, c'est très clairement un signal. C'est des seuils psychologiques. On avait Donc il ne évoqué il y faudrait a pas 3 clôturer semaines. en dessous, c'est ça? Sinon, ça pourrait aller plus bas? Non, je crois qu'on a passé cette étape-là aujourd'hui. On avait un seuil psychologique qu'on avait évoqué il y a 3 semaines qui était 5085. On l'a aussi franchi en clôture. On ira plus loin. On est dans un cycle qui est favorable au marché action. Alors la question, c'est plutôt de savoir est-ce que j'ai un petit ajustement de 4-5% aujourd'hui, demain, et sur quel catalyseur? C'est le fameux ajustement de mars. Alors mars, on arrive dans un creux, puisqu'il n'y a plus de flux de nouvelles, comme disent les boursiers. Il n'y a pas de publication de résultats trimestriels avant le début du mois d'avril. Ça paraît relativement logique. Et donc, on n'a pas de moteur, on n'a pas de catalyseur, pour reprendre l'expression de Paul. Donc, on est un peu livré à soi-même. Ce qu'on voit, c'est quand même que les marchés européens et le marché japonais, dès que ça corrige un peu, ça remonte. C'est-à-dire on a des marchés qui n'ont pas envie de baisser. Mon sentiment est que sur les trimestriels américains, là, en avril, donc c'est un peu plus d'un mois, on peut avoir une période un peu plus difficile et un peu plus agitée parce que Wall Street peut être déçu par les résultats et à ce moment-là, corriger. Oui, c'est vraiment la donnée importante. C'est que la dynamique des résultats est beaucoup moins bonne aujourd'hui aux États-Unis parce que l'effet dollar, parce que la hausse des taux aussi, puisque si on attend une hausse des taux et si on a un retrait de liquidité, eh bien, on a des tensions sur les résultats. Donc, ce qui ne veut pas d'ailleurs dire que le marché doit tomber. Mais il peut y avoir une correction. C'est un marché bon, qui de toute façon, en bourse, il y a des hauts et des bas. On le répète tous les jours. Zone euro, disponibilité des prêts bancaires. C'est le graphique qui nous apporte Hubert cette semaine. Il vient d'Amundi Asset Management. Vous nous le commandez? Donc oui, alors cette semaine est tombée une statistique intéressante qui dit que le crédit au secteur privé a baissé de 0,1%. Donc, en fait, il n'a pas baissé, mais il n'a pas bougé au mois de février. En revanche, on voit que avant même que le quantitative easing, que les injections de la Banque centrale arrivent, le crédit se développe et sa disponibilité, son offre se développe, puisqu'on dit toujours les entrepreneurs seraient prêts à investir, mais les banquiers ne prêtent qu'aux riches, à ceux qui, etc. Et les banquiers disent le contraire. Hein. Les banquiers disent le contraire. Et là, on a une statistique qui vient de la BCE et de la recherche de Amundi Asset Management qui montre bien que pour les grandes et maintenant pour les moyennes valeurs, hein, on a une offre qui arrive. Et donc, on a vraiment un développement qui, basé sur la consommation, on aura l'occasion d'en reparler, peut permettre l'investissement et qui peut permettre un relais de l'investissement. Le rapport BCE Banque de France, effectivement récent, illustrait parfaitement que les valeurs du CAC et les grandes valeurs, aujourd'hui, ont accès au marché du crédit. Autre indicateur avancé en Europe, c'est Paul, cette fois, qui va le commenter. Que montre-t-il, ce tableau? Oui, ce graphique, en fait, c'est un ensemble d'indicateurs avancés qui permet de voir un petit peu dans quelle est la tendance que peuvent exprimer. Donc c'est de la confiance, c'est de la confiance, des sentiments. Est-ce que le moral est bon? Voilà, à la fois pour les directeurs d'achat, les consommateurs et les chefs d'entreprise. Et où l'est-il? Et on voit très clairement qu'aujourd'hui, donc le PMI qui est en bleu foncé, c'est donc l'indice des directeurs d'achat, celui-là. Celui-ci qui se compare dans le monde entier est donc au-dessus de 50, ce qui est toujours positif. Donc croissance. Oui. Et on vient de voir, après une période où il avait plutôt baissé, une inflexion, on repart vers la hausse. Donc ça va avec tous les éléments positifs sur la croissance européenne. Et le deuxième élément que je trouve très notable, c'est le fait que la courbe rouge, qui représente finalement la confiance des consommateurs, est dans une bonne disposition. Elle avait marqué le pas plus tardivement que les autres, et elle est en train de repartir avant les autres. Et on est donc bien dans une situation où, au niveau européen, c'est la consommation qui tire finalement l'activité. Donc on voit pourquoi la bourse monte quand même. On voit que le crédit arrive sur les entreprises et qu'elles vont pouvoir investir et qu'elles ont des raisons d'investir parce que la consommation est au bout. Donc la hausse de la bourse s'explique
Et alors la poursuite, c'est un autre sujet qu'on abordera plus tard. En fait, l'autre point, c'est le sentiment qui est en orange dans le sentiment le climat industriel et le sentiment des entreprises qui, eux, sont légèrement moins bien orientés. Et en fait, on a besoin d'une plus grande visibilité de la part de la partie manufacturière de l'économie pour franchir l'étape suivante. C'est-à-dire que l'indicateur le plus avancé, c'est aussi la bourse. Il faut aussi le dire. Et là, les entreprises ont aussi des indicateurs retardés. Et le pire étant, comme on le sait, le marché de l'emploi. Bon, et puis c'est comme au ski, hein, la piste rouge est plus pentue que la piste bleue. Tout à fait. Bien vu. Allez, on enchaîne avec le tableau de bord. Alors, on commence ce tableau de bord par les feux tricolores. Qu'est-ce qui a bougé cette semaine? Rien. Rien. Cette semaine, on est dans une situation où pas d'éléments nouveaux. En revanche, je pense qu'il est intéressant d'essayer de comprendre ce feu rouge qui traîne. Oui, il n'y en a plus qu'un. Hein. Il n'y en a plus qu'un. Le stress de refinancement, on en parle souvent. Hein. Alors, oui, parce que c'est... Alors, on a un graphique qui le montre. Voilà, je crois que c'est important de faire un focus. Bon, le stress de refinancement, c'est une mesure de la liquidité, et en particulier dans l'univers américain. Donc, comme l'Amérique a plutôt eu tendance à diriger l'activité mondiale, il est toujours intéressant de regarder ce qui se passe. Et souvent, quand le feu se met au rouge, c'est annonciateur d'une pénurie de liquidité quelque part dans le monde. Mais on ne comprend pas ça, parce que les banques centrales arrosent de leur hélicoptère les marchés de billets, et vous nous dites qu'il va y avoir un problème de liquidité? En fait, c'est une mesure, finalement, des prises en pension ou rémérées qui sont... calculés et qui se réduisent en quantité aujourd'hui par rapport à ce qu'ils étaient il y a 3 mois. Donc on est bien dans un schéma de réduction de la liquidité. C'est assez logique avec le schéma de hausse des taux prévisible et annoncé. Et puis, c'est aussi, et c'est pour ça que je voulais revenir sur ce graphe, quand on regarde, on fait un focus sur la toute dernière partie, on s'aperçoit qu'en fait, c'est aussi la Banque centrale américaine qui reteste à nouveau les outils qu'elle a pour pouvoir retirer de la liquidité. Ce qu'elle n'a pas fait. Ce qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps, et qu'elle... Ponctuellement, elle teste un petit peu et on voit que ça marche. D'ailleurs, les effets sont là. Et donc, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Il ne faut pas hypertrophier cet indicateur parce qu'en réalité, s'il y a un problème, de mon point de vue, ça sera plutôt sur un pays qui utilise la liquidité dollar et qui est en dehors des États-Unis. Bon. Et donc, ça nous amène ce seul petit feu rouge à rester dans une météo en mode 3. Non, ce n'est pas le feu rouge qui nous amène en mode 3, c'est en fait la problématique aujourd'hui de la révision des bénéfices. Aujourd'hui en Europe, on revoit les bénéfices à la hausse très significativement, ce qu'on n'avait pas fait depuis très longtemps. C'était l'Europe qui était en retard. Aujourd'hui, c'est les États-Unis qui sont un peu en retard et donc... Ils sont même en avance. C'est-à-dire qu'il va falloir réviser à la baisse l'estimation. Voilà. Et donc ça, c'est en train de se voir. Ce qui est très intéressant, c'est qu'aux États-Unis, ce mouvement qui a été dirigé par et l'énergie et finalement des secteurs qui ont été touchés par l'énergie et qui ne touchent pas le reste, c'est quelque chose qui est en train de s'arrêter. Ah oui, forcément. Voilà ce qu'on pouvait dire. On passe aux performances. Alors, on va découvrir les performances d'Interaction cette semaine. Je vous incite toujours à poser vos questions, à nous interroger. Paul, quelles sont-elles, ces performances? Donc, sur la semaine, en fait, on est en situation d'avoir une performance en ligne avec celle du CAC. On fait jeu égal, moins 1,47 contre moins 1,44. C'est finalement, ça fait 2 semaines qu'on gagne un petit peu. Marginalement, c'est vrai, on était à 0,53 la semaine dernière contre moins 0,82. Donc globalement, c'est finalement une stabilisation par rapport à un mois de janvier qui avait été un petit peu difficile. Le découpage, oui, Hubert. Alors, juste un mot. On parlait de l'actualité de la semaine tout à l'heure. Quand on relève les publications des analystes financiers, on est dans cette période où on monte sensiblement soit les objectifs de cours, soit les prévisions de bénéfices, soit les deux. On pourrait en citer, mais là, en relevant, juste 2 jours, à la hausse, Valeo, AXA, Coface, Numéricable, Trigano, Hermès, Pernod, AXA, EADS, Havas, Publicis, JC Deco, TF1, M6,
Non, jetez plus la cour est pleine, Non, et c'est jetez plus la ça qui cour- doit redonner cour est un pleine. peu d'espace à notre potentiel. Voilà, ça veut dire que le potentiel est en train de se libérer, il faut aller le chercher. Alors, on voit le C'est-à-dire, potentiel. si on attend que les gens révisent leurs estimations à la hausse, on ne fera que s'ajuster. Il va falloir aller chercher ce potentiel. Oui, mais le mode 3 nous empêche d'aller le chercher. Pas forcément. Non, pas nécessairement. Le mode 3 est là pour qualifier le type de volatilité auquel on est confronté, c'est-à-dire des possibilités de retour violent dont il faut pouvoir tirer parti, mais ça ne remet pas en cause le fait qu'on est dans un changement de mode, et ce changement de mode est plutôt positif. Alors, on regarde en fait la comparaison toujours des performances cette fois-ci par rapport au CAC. On voit qu'on fait mieux dans les TMT, moins bien dans les cycliques. En résumé. Cyclique, on n'en a presque pas. Voilà, la raison. Oui, les cycliques, la sous-pondération se révèle pertinente, même si globalement, la logique du portefeuille, on le voit depuis plusieurs semaines, c'est d'aller de plus en plus vers tout ce qui correspond au cycle, parce qu'effectivement, on considère qu'on est dans un schéma qui est favorable dans le cycle. C'est-à-dire que l'avantage des cycliques, de beaucoup de cycliques, alors les cycliques, ça peut aller... TF1, c'est une cyclique en réalité, parce que ce sont des valeurs de points morts. C'est-à-dire que dès qu'on passe le point mort, en revanche, là les bénéfices commencent à s'accumuler. Donc, effectivement, dans une période où on a de la hausse de la consommation et on va avoir un peu de hausse de l'investissement, c'est assez logique d'aller vers cyclique. Je voudrais juste faire observer un truc qui m'a intéressé cette semaine, c'est qu'à l'occasion de cette petite correction, 1,5, bon,